bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité. Merci de vous joindre à nous une fois de plus pour ce magazine socio-politique face à face, co-animé par Jean-Claude Kousikessa et moi. Et pour cette soirée, pour la troisième fois, bien évidemment, avant la fin de cette session parlementaire, nous recevons pour vous Maître Toussaint Alonga Alikili. Il est député national, je l'ai dit. Il est coordonnateur national de la NDO, qui veut dire Nouvelle Dynamique de l'Opposition. Il est acteur social et politique. Il est élu de Moamba. Il est un jeune Kinois, il faut le dire. Maître Toussaint Alonga, il est auteur de beaucoup de pressions au niveau de l'Assemblée nationale à l'endroit de tout ce qui ne marche pas. Jean-Claude, en face de nous, Toussaint Alonga, l'actualité elle est abondante, on parlera de beaucoup de choses aujourd'hui. Alonga en face de Minakou, Alonga qui sauve l'opposition, Alonga qui sauve les ministres, ça fera un peu un bloc de cette émission. Donc le client, comme on dit toujours, il est dur, c'est un client de haute facture. Oui, évidemment, Jean-Pierre, ça a toujours été un plaisir d'avoir le député Alonga en face de nous dans ces magazines. Je pense que, comme vous l'avez dit, il est à la base de beaucoup de dossiers sensibles au niveau de l'Assemblée nationale. Eh bien, dans quelques minutes, on saura ce qu'il a dans les tripes pour que sa base et le public congolais puissent en savoir un peu plus. Maître Toussaint Alonga, bonsoir. Bonsoir, très cher frère. Ça fait un peu trop, on en parle dans tous les sens, Alonga à gauche, Alonga à droite. Le succès ne vous monte-t-il pas la tête parce que vous êtes devenu... Il y a un sondage d'une maison de la place qu'il a fait il y a une semaine. Il y a toi et M. Henri Thomas Lokondo qui cracolaient parmi les députés qui parlent au Parlement. Ce succès-là ne vous gêne-t-il pas? Pas du tout. Je voudrais profiter, saluer vos nombreux téléspectateurs, ceux qui croient à votre chaîne, ceux qui croient à la qualité de travail que vous êtes en train de faire, surtout dans l'état aussi difficile. Je voudrais également saluer mon grand frère personnel et privé, l'honorable Thomas Lokondo. C'est un grand frère personnel. Je le salue là où il est. Succès, je ne pense pas. Je ne pense pas tout simplement parce que nous avons compris le rôle d'un député. Nous travaillons en toute indépendance et dans le respect de nos textes et dans le respect également de ceux qui nous dirigent. Nous les rappelons tout simplement les rôles d'un parlementaire, les obligations constitutionnelles d'un député, ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire. Nous n'avons pas la prétention de maîtriser la Constitution et les règlements intérieurs, mais nous nous forçons à lire et à essayer de comprendre. Et plus nous comprenons, nous avons le courage de les exposer. C'est ce qui fait que cette façon de faire n'est pas tellement habituée dans nos parlements. Les gens sont habitués à la flatterie, les gens sont habitués à des mécanismes tels que où il n'y a pas l'intérêt de notre peuple dans tout ce que nous menons comme démarche. Ainsi, nous avons pris la résolution de ne travailler que pour le bien de la République. Voilà pourquoi, si on parle d'Alonga à gauche, à droite, c'est tout à fait normal, tout simplement parce que nous soulevons les questions qui sont debout. Comprenez l'expression, les questions debout. Et les questions debout sont réservées à ceux qui ont une certaine maîtrise, ceux qui comprennent le vrai rôle d'un parlementaire. Voilà. Maître Alonga, vous êtes à votre première législature, vous n'avez jamais fait un parlement, vous n'avez pas fait la provinciale, tout d'un coup, Assemblée nationale, et vous avez une fulgurance qui gêne. Est-ce que c'était prémédité, vous l'avez juré que vous ferez fort, ou bien ce sont les circonstances qui vous amènent à être aussi présent au devant de la scène comme ça? Je ne pense pas, je n'ai jamais prémédité, je n'ai jamais pensé à un seul instant faire la politique. C'est en 2011 que l'idée m'est venue, comme par un heureux hasard, de tomber dans ce terrain, un monde aussi bizarre et compliqué que je n'apprécie pas forcément. Mais malheureusement, je commence à être envoûté par cette réalité politique-là. Et j'estime aussi qu'il est bon pour nous de donner le meilleur de nous-mêmes. N'oubliez pas que je suis un avocat. Ça fait plus de 10 ans que j'évolue dans la profession que j'ai beaucoup chérie
Et c'est le premier travail de ma vie que j'ai fait. Si j'ai appris à faire quelque chose, c'est le travail d'avocat. Et comme un plaider, nous avons estimé que les palais du peuple pouvaient être transformés en une réalité d'un avocat devant les juges. Lorsque nous plaidons, nous faisons valoir les intérêts de nos clients vis-à-vis de nos juges. Ainsi, à cause de cette facilité par rapport à ma profession, j'ai eu une certaine adaptation si facile par rapport aux autres, comme les autres, comme le vieux Lukondo, c'est un ancien qui a beaucoup travaillé, comme d'autres confrères avocats qui sont là aussi, qui sont aussi brillants comme nous, ils sont à la majorité comme à l'opposition. Et c'est peut-être ça la facilité d'être avocat. Vous savez qu'au travers le monde, les avocats ont toujours une certaine facilité que les autres n'ont pas. C'est-à-dire nous avons des prédispositions et la facilité de captiver les événements et de les retourner si facilement sans les moindres difficultés. Voilà, c'est peut-être cette disposition-là qui fait de sorte que nous soyons en mesure d'aborder les questions qui sont debout. Mais Maître Alunga, vous l'avez si bien dit, vous n'avez jamais pensé avant 2011 à faire de la politique. Mais maintenant vous êtes dedans et vous y êtes apparemment à l'aise. Mais ça vous fait quoi, au-delà de ce que Jean-Pierre a appelé tout à l'heure, cette sorte de succès ou de consécration qu'on vous a accordé par quelques maisons de sondage de la place, que vous êtes félicité comme député, en même temps, le temple de la démocratie qu'aurait pu être l'Assemblée nationale semble aujourd'hui donner une image désolante, une image d'un milieu corrompu, d'un bureau que tout le monde tire à boulet rouge. Est-ce que vous êtes vraiment à l'aise, vous, dans votre peau, d'appartenir à un corps qui pose problème et qui est devenu un objet de blâme? Non, non, je suis très à l'aise. Je peux vous avouer que c'est une expérience extraordinaire dans ma vie d'être député. Okay. Ça, je n'oublierai jamais. Et je voudrais aussi dire que, parce que non seulement que j'ai toujours tiré sur le président Minaku, mais de lui aussi, il a vu quelque chose en moi. Il m'a facilité aussi dans beaucoup de choses. Je le salue et je le remercie. S'il n'était pas aussi d'accord avec moi, il peut aussi mettre un bouton sur moi. Mais je crois qu'il a toujours cru en moi. Moi aussi, j'ai toujours cru en lui. En dépit de tout, je sais facilement assumer ma peau comme un opposant. C'est ça. Au-delà de tout, il est notre président. Je suis de l'opposition. Mais l'image que donne l'Assemblée nationale aujourd'hui, en tout cas tout le monde en parle, contrairement au Sénat, où d'ailleurs un de vos collègues députés l'a dit du haut de la tribune, qu'au Sénat il y a du sérieux par rapport à l'Assemblée nationale. C'est vrai, vous êtes fiers de cette chambre-là, basse de la... Je vous ai dit basse de nom et basse peut-être en réalité. Je vous ai dit que je suis très fier à vivre cette expérience comme député. Très fier à lui. Oui, vous d'accord. Mais au-delà de tout, c'est qu'il y a des composantes qui sont, de l'autre côté, vous avez la majorité, qui joue le jeu de la majorité, de l'autre côté, et il y a l'opposition, qui fait le jeu de l'opposition. Mais ce que nous déplorons, c'est que nous estimons que l'exercice de la majorité parlementaire doit se faire dans l'intérêt de notre peuple. L'habit de la majorité n'est ni plus ni moins un crime politique. Dès lors que vous considérez la majorité que vous avez reçue de notre peuple, au lieu de l'utiliser dans l'intérêt de ce peuple-là, vous utilisez pour protéger les intérêts d'un groupe ou de quelques individus. Cette façon de faire, c'est un habit. Et cet habit-là en politique, c'est un crime politique. Voilà ce qu'il faut retenir. Et dans l'exercice démocratique, à travers tous les pays du monde, même en France, nous vivons ces choses-là. Est-ce qu'il y a l'équilibre? Il y a l'équilibre, il y a l'équité. Exactement, mais c'est évident que nous sommes un État trop jeune dans la démocratie. Au fur et à mesure, il faut aussi comprendre que cette mandature, il y a eu quand même des choses, de très bonnes choses
à l'endroit de l'opposition. Tel que quoi? Tel que vous souviendrez, en 2015, le mouvement qui s'est passé a commencé au Parlement. Vous vous souviendrez, le retrait de l'article 8 alinéa 3. C'est l'œuvre des députés de l'opposition. Vous vous souviendrez également tout ce qui se passe. L'affaire Maman Maraîchère, c'est l'œuvre d'un député de l'opposition. Il y en a plusieurs autres affaires qui ont été soulevées sans crainte ni tremblement, mais nous avons pris notre responsabilité de poser des questions de fond pour l'intérêt de notre peuple. Maître, merci beaucoup. Il faut comprendre que c'est ça l'exercice démocratique. Maître, vous êtes très chaud déjà, ça promet une émission assez achalandée. Maître, c'est très important, on va rentrer un peu dans le vif de notre émission aujourd'hui. Maître, premièrement, il y a des voix qui s'élèvent, ces voix-là ne comprennent pas très bien le contenu ou l'intelligence même de ce qu'on peut appeler motion incidentielle. Vous en avez produit une il n'y a pas très longtemps. Vous avez sauvé José Makila qui était vraiment dans les griffes des gens de la majorité. Maître, il faut qu'on en parle un peu brièvement ou avec beaucoup d'égards, qu'est-ce qu'on peut retenir d'une motion incidentielle en prenant comme épicentre la vôtre produite pour sauver José Makila sous mandat il y a très peu? Bon, c'est une très bonne question, une question importante dans l'intérêt de nos nombreux téléspectateurs. Je voudrais un peu m'avertuer à essayer de vous aider à comprendre. La motion incidentielle est prévue dans notre règlement intérieur. Et les différentes motions rentrent dans le cadre de ce qu'on appelle la procédure. Dans le cadre de ce qu'on appelle procédure. Vous ne pouvez pas, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, faire une question orale avec débat, adresser, demander au président de la République de venir répondre. Non. Si vous le faites parce que vous êtes ignorant, par une motion incidentielle, c'est lié à la procédure, on va vous rappeler que le président ne peut pas venir répondre à une question d'un parlementaire parce qu'il est politiquement irresponsable, tel que le veut la Constitution. Et quand on soulève une telle motion, c'est une façon, c'est le mot de rappeler à l'auteur de la question qu'il n'a pas la maîtrise de la Constitution. Soit une question ou un projet de loi ou une proposition de loi qui n'a pas un fondement constitutionnel. Je vous donne un cas. Mon grand frère Lokondo avait amené un projet de loi sur la création d'une agence. Et dans cette proposition de loi, là, on avait donné le pouvoir à cette agence-là de recevoir les plaintes, de poursuivre mission dévolue aux cours et tribunaux. Vous voyez déjà que dans la proposition de la loi, heurte les dispositions constitutionnelles qui émanent d'une autre institution. Et de tels projets ne peuvent pas passer par une motion incidentielle, on rappelle. Donc la motion incidentielle a pour but soit une situation qui heurte la Constitution ou soit qui n'a pas un fondement constitutionnel ou soit viole la loi. Mais la majorité parlementaire composée de députés que vous connaissez, qui malheureusement, au lieu de servir leur majorité pour l'intérêt de notre peuple, pour éviter les débats, ils se présentent avec des motions incidentielles pour évacuer tout débat, pour priver à notre peuple le droit de comprendre ce qui se passe. Par exemple, la gestion du gouvernement. Comment le Premier ministre gère le gouvernement, comment les entreprises sont gérées. Le peuple, on a les droits. C'est un droit constitutionnel. Mais malheureusement, l'usage abusif de cette motion incidentielle par la majorité constitue un abus de la majorité. Et cet abus de la majorité, nous qualifions ça un crime politique. Que le peuple se réserverait le droit de le punir au moment opportun. Mais quant à ce qui concerne, parce que j'ai vu dans les écrits des journalistes, l'opposition rattrapée par la motion incidentielle. Voici comment se présente les dossiers. Un collègue député
vient avec une question orale avec débat autour d'un décret signé par l'ancien Premier ministre Badi Banga. C'est lui l'auteur d'un décret. Sur l'affaire des véhicules d'occasion. Voilà, l'affaire de l'importation de véhicules de plus de 20 ans. Vous savez que la province de Bas-Congo et la plupart de nos compatriotes ont fait un peu d'argent et la province de Bas-Congo, au niveau de Boma, vivent à cause de toutes ces réalités-là. Tout à fait. À un moment, on les a privés par un décret pris par l'ancien Premier ministre en 2012. En 2017, le nouveau Premier ministre Badi Banga, le partant, en a pris pour corriger le décret de 2012. Mais cette fois-là, le collègue vient avec une question orale, avec débat, pour dire qu'il y a eu pollution par l'importation de ces véhicules-là, alors que vous savez que les questions de pollution, je me demande que fait le ministère de l'Environnement au Katanga, l'ancienne province de Katanga, où vous avez des sociétés qui exploitent des matières premières, des eaux polluées. Cette question a été soumise même au débat à l'Assemblée. On n'a jamais présenté ça. Au Bas-Congo, le Sénat en a fait un débat. Une société qui exploite le pétrole a pollué les eaux de mer et il y a eu de sérieuses questions de pollution. Il faut le on spécifier, n'en a jamais parlé. Et quelle est la suite? Ils ont trouvé utile de parler de la pollution uniquement pour les Congolais qui importent les anciens véhicules comme l'a voulu l'ancien Premier ministre. Mais qu'est-ce qui s'est caché derrière tout cela? On a voulu accorder un privilège à un Libanais qui est sur le boulevard, donner le privilège à ces Libanais d'importer les nouveaux véhicules qu'on appelle Ketch, volant de gauche, et accorder des crédits aux Congolais. Volant à droite ou gauche? Volant gauche. Il y a ce que nous connaissons, c'est volant droite, mais pour celui-là, volant gauche. Okay. Accorder les crédits aux Congolais à 10 000 $. Donc correct aux normes en la matière. Voilà. Accorder les crédits aux Congolais d'une valeur de 10 000 $. Accorder le privilège à un étranger. Un Libanais. Un Libanais, alors qu'il y a des Congolais qui n'ont pas de travail, mais qui, avec cette importation, gagnent. Pourquoi on a rectifié le décret de 2012? Le ministre des Finances dit, dans la motivation de ce décret, ça permet de renflouer les caisses de l'État. Et Honorable Alonga, en toute objectivité, a dit non. Cette question est transversale. Ça veut dire, ça concerne plusieurs ministères. Ils sont 4 qui sont co-signataires. Ils ont signé leur contre-signe sur ce décret-là. Pour mieux comprendre la question, soit nous invitons le Premier ministre lui-même, l'auteur de ce décret, soit nous invitons les 4 ministres concernés, à savoir le ministre des Transports, le ministre du Commerce, le ministre de l'Économie et le ministre des Finances. Chacun a amené au gouvernement une motivation ayant conduit au Premier ministre de prendre un décret. Pourquoi sélectionner le ministre des Transports? Voilà pourquoi, objectivement, la motion incidentielle de l'honorable Alonga n'a servi qu'à sauver les Congolais qui importent au niveau du Bas-Congo et à Boma, pas pour céder à un Libanais. Et je suis fier de l'avoir fait. Pas comme les journalistes le disent, que l'opposition est rattrapée. Non. L'Assemblée nationale ne peut pas être une réalité politico-affairiste d'un groupe de gens. Lorsque l'on veut obtenir un avantage, on se sert d'un député ou de qui que ce soit pour que finalement on modifie. Non. Nous travaillons pour le peuple. Je n'ai rien à voir, même si Makila est mon grand frère, je crois que les arguments qu'a avancé l'honorable Alonga, c'est un argument technique. Je doute fort. Personne n'est sorti pour me contredire. Personne. Et cette motion incidentielle a été votée en majorité par la majorité et c'est de l'opposition. Pour la première fois que vous trouviez un député de l'opposition arracher l'unanimité au sein de l'Assemblée nationale. Mais là, ça paraît un peu, je dirais bizarre ou bien un peu très aléatoire comme solution.
vous donnez une motion présidentielle qui sauve un ministre du gouvernement par des surcroîts de l'opposition. Non, non, ça n'a pas sauvé un ministre. Nous avons plutôt parce protégé. qu'il y a des députés qui signaient Mordicus qui Mankila devait répondre à la question. Mais je vous dis que c'était une combine. Nous ne sommes pas pour les combines. Nous avons sauvé nos compatriotes congolais et nous sommes fiers pour ça. Vous ont-ils dit merci? Il vous souviendra que sous le gouvernement Matata, je ne connaissais pas le ministre Kalumba. La motion de défiance était venue de la majorité en combinaison avec le président des groupes parlementaires de l'opposition. Honorable Alonga s'est levé. J'ai dit non à cette combine. Mais il faut nous féliciter. Je suis le descendant de Mouzé. Je suis le descendant de Tshisekedi Wamulumba. Je garde leur ligne. Il faut nous féliciter. D'accord, c'est bien dit. Mais justement, je voulais un peu renchérir ce que Jean-Pierre a dit. Lorsque vous défendez les compatriotes qui sont à l'extérieur du pays, c'est bien beau. Mais est-ce qu'il faut à ce moment-là aussi empêcher d'autres citoyens, des expatriés qui ont choisi par exemple la RDC comme leur deuxième parti. Lorsque vous pointez du doigt un sujet libanais qui s'est installé à Kinshasa, qui est venu faire ses affaires, est-ce que vous ne pensez pas que quelque part on peut vous taxer des xénophobes? Non, ça n'a rien à voir. Est-ce que ça doit se faire comme ça? Il faut procéder par la modification d'un décret de cette manière-là? Non, soyons sérieux mon frère. Nos compatriotes souffrent. Oui. Il y a plusieurs manières. Vous avez plusieurs arsenals juridiques en la matière à ce qui concerne l'investissement. Ils n'ont qu'à se référer à notre loi pour investir. Est-ce qu'il faut passer par cette voie-là? Je crois que ceux qui disent que l'opposition s'est rattrapée par la motion incidentielle, ils ont tort. Oui. Le dessus des cartes, c'est ce que je viens de décrire. Et pour l'avoir fait, sauver mes compatriotes, de Bas-Congo notamment, j'en suis fier. Sauver mes compatriotes qui sont à l'étranger, qui envoient ta soipé pour sauver leur famille ici, j'en suis fier. Mais quand vous dites que c'est une combine qui est manérée du bureau de l'Assemblée nationale, ou de main noire que vous n'avez pas cité. Je n'ai pas dit que ça émanerait du bureau, mais je suis en train de vous dire clairement que les collègues qui a porté la question, dont le bureau a fixé, savaient ce qu'ils voulaient, où ils voulaient qu'on y arrive. Mais le bureau savait que la procédure n'était pas celle-là. Mais est-ce que, écoutez, il y a des questions plus importantes? Le garant de la procédure, c'est le bureau. Oui, mais vous savez qu'il y a des questions plus importantes que notre bureau n'a jamais fixées. La question que notre brillante honorable Eve Bazaïba a soulevé, les constructions des immeubles sur la foire internationale. On n'a jamais fixé ça. On n'a jamais fixé la question de la gécamine qu'avait soulevé l'honorable Lokondo. Est-ce que vous savez que... On va y revenir. Est-ce que vous savez que... Permettez. Est-ce que vous savez que la gécamine, comme entreprise de l'État, n'est pas contrôlée ni par le gouvernement, ni par l'Assemblée. On va en parler. On va en parler. On va un peu rester dans le chapitre des us et pratiques parlementaires au niveau de l'Assemblée nationale. Maintenant que vous avez sauvé José Makila, parce que vous dites que c'est des droits, c'est légal, c'est juste. On n'a pas sauvé. Maintenant que nous avons protégé notre peuple. Il faut dire ça. On va arriver, maître. Est-ce que vous êtes maintenant conscient que vos collègues parlementaires et députés nationaux ont assimilé c'est quoi la quintessence d'une motion présidentielle? Je vais vous dire, non mais ça, bon, tout le monde ne peut pas comprendre de la même manière, il faut les dire, hein. Mais il faut comprendre que les questions qui concernent la responsabilité politique des ministres n'ont rien à voir avec le contrôle parlementaire. Là, ce sont des questions qui relèvent de la faute politique. Il faut sanctionner un ministre, notamment l'article 146, 147 de la Constitution. Et lorsque, pour une question de responsabilité politique, vous soulevez une motion incidentielle, vous n'avez rien compris. Et vous faites de ce Parlement une chambre d'enregistrement. Et lorsque le Parlement perd son autonomie, elle devient comme une plateforme politique.
il ne reste qu'aux membres d'y adhérer. Le Parlement se distingue par l'application rigoureuse de la loi et l'autonomie qu'elle conserve comme une institution capable de sanctionner les membres du gouvernement. Maître, merci. Au-delà de toutes ces questions importantes, mention incidentielle, le Parlement n'est pas une chambre d'enregistrement. Il y a une autre question importante autour de laquelle l'opinion vous attend au tournant, Maître, c'est la question de la loi sur la répartition des sièges, Maître. Une loi importante, le calendrier est sorti et on semble que les députés que vous êtes et les sénateurs qui sont, vous n'y accordez pas assez d'attention. Qu'est-ce qui reste du début des discussions relativement à cette loi importante passée? C'est là où repose au moins le cœur des élections. Non, nous avons déjà parlé plusieurs fois. Nous avons rappelé la responsabilité. Non déplaise au gouvernement, si le gouvernement a passé son temps à l'école buissonnière. Il y a plus de 2 mois que ce projet a été envoyé au gouvernement. Plus de 2 mois. Que faisait le gouvernement? J'ai entendu les ministres en relation avec le Parlement dire que le mercredi, ils vont déposer le projet de loi. Et selon la CENI, 15 jours. Est-il possible, les 2 chambres, traiter cette question, notamment la loi électorale que je parle, pendant 15 jours? Bon, nous pouvons le faire en procédure accélérée. Le Parlement prend 7 jours, l'Assemblée nationale prend 7 jours, le Sénat 7 jours. C'est possible au nom de l'intérêt national. Mais nous devrons ici nous rappelons à notre peuple que c'est la faute du gouvernement pour avoir reçu pendant 2 mois ce projet de loi, ne l'a pas agi avec diligence, se précipite parce que le calendrier est là, le gouvernement est responsable. Et quand nous parlons du gouvernement, nous voyons le Premier ministre Tchibala. Je lui rappelle son discours programme, que la question des élections était prioritaire. Qu'a-t-il fait pour rappeler à son ministre une question aussi importante, l'avoir détenu, le gérer pendant 2 mois et ne penser le déposer que ce mercredi pour que finalement le Parlement programme pour son traitement? Donc, je voudrais ici, je crois que nous sommes habitués, il y a des questions comme ça que nous pouvons débattre en procédure accélérée. Nous allons nous y employer compte tenu de l'intérêt que nous avons. Mais quant à ce qui concerne la question liée à la répartition du siège, il ne s'agit pas d'une loi, qu'on ne trompe pas les gens. En 2015, on a tenté d'amener quelque chose comme projet de loi. C'est sur une motion incidentielle de l'honorable Ekombe, un grand frère que j'aime beaucoup, qui porte mon nom aussi, tout ça, l'un des brillants députés de l'opposition au sein de cette chambre-là, avait rappelé à notre chambre qu'en ce qui concerne la répartition du siège, ce n'est pas un projet de loi, mais il s'agit plutôt d'une annexe à la loi. Ça veut dire quoi? Cette annexe vient compléter la loi électorale. Comment cela se fait? La CENI qui a les cartographies des groupements et consorts, des partis politiques, ainsi de suite, c'est à la CENI de proposer cette annexe et de la mener à l'Assemblée nationale par une résolution. L'Assemblée nationale adopte en une séance. Et j'ai vu dans le calendrier, on a parlé de 70 jours. C'est absolument faux. C'est une tricherie. Une véritable tricherie. Nous l'avons fait la fois passée. En 2006, cela a été le cas. Comment on doit parler de loi sur la répartition de sièges? C'est faux. Je parle comme député national. Nous avons les archives. Oui. Est-ce que, compte tenu de certaines contraintes, de certaines contingences, est-ce qu'on ne peut pas en faire une loi? C'est interdit? Non, la pratique est celle-là. Comment on va en faire une loi? Quelque chose qui relève. Ça veut dire quoi tout simplement? Vous prenez le nombre des enrôlés. Vous les divisez sur les 500 députés, non? Vous avez les sièges. Non, le fait d'avoir fait de cette annexe-là une loi, ça énerve qui? Ça énerve quoi? Ça énerve quelle disposition? Vouloir l'ériger en un projet de loi, c'est passer l'État inutilement. Ce sont des manœuvres dilatoires. Donc ça cache quoi? Oui, ça cacherait quoi? La fraude? Les manœuvres dilatoires servent à gagner l'État. C'est au gouvernement. C'est au gouvernement qui est spécialiste des manœuvres dilatoires. Et non pas nous.
Les députés attendent le dépôt de ce projet de loi. Et alors là, vous voulez faire comprendre que les 70 jours... D'ailleurs, laissez-moi vous rappeler Les que 70 jours de la le gouvernement ici n'a pas respecté la correspondance du président de la République. Le président de la République, tout récemment, lorsque les députés de l'opposition quittaient l'hémicycle, le président de la République a écrit au bureau pour rappeler aux députés les lois essentielles. Parmi les lois essentielles, c'est la loi électorale. Est-ce que le gouvernement a agi avec diligence? Voilà, ils sont rattrapés. Mais c'est autant pour dire que les 70 jours inscrits dans le calendrier de la CENI relativement à cette loi électorale, c'est une farce. Véritable farce. Je vous dis que dans 2 semaines, ils ont dit non, du 15 novembre au 30 novembre, nous pouvons régler ça. Mais à la CENI de nous amener, ouais, la CENI s'est contredit. On attendra les questions des fichiers électoraux, tantôt l'audit des fichiers, c'est avant le règlement des Congolais des étrangers. Je pense, de mon point de vue, en toute objectivité, dans la loi électorale et rectificative, nous devons carrément mettre de côté pour ne pas donner les manœuvres à la CENI, la question liée aux Congolais des étrangers. Parce que même par rapport à cette question-là, ce n'est pas tous les Congolais qui seront enrôlés. Ils ont de quels droits? Parce que la loi est personnelle. Ils sélectionnent un groupe de Congolais étrangers. Ils doivent enrôler tous les Congolais en Afrique, tous les Congolais en Asie, tous les Congolais en Amérique, tous les Congolais. Impossible. Oui, justement. Donc, vous venez de lâcher le mot, parce que nous avons suivi certains de vos collègues, et même certains politiques, dire que, en tout cas, on peut faire exception pour cette fois-ci. Il faut laisse cette affaire il faut élaguer cette question-là. Mais ça nous sera... devons les corriger dans la loi électorale, que nos compatriotes de l'étranger comprennent, que nous en avons marre avec les manœuvres dilatoires de la CENI. Parce que nous risquons de vivre comme bouée de sauvetage la question des Congolais des étrangers. Mais là-dessus, vous, l'opposition, vous serez en contradiction avec vous-même. Vous êtes parmi l'opposition, en fait, vous étiez en train de revendiquer la participation au scrutin des Congolais de l'étranger. Maintenant, vous voulez les élaguer. Puisque nous constatons que l'affaire des Congolais des étrangers risque d'être comme la présence de Jonas dans les bateaux. Ça va chavirer les bateaux. Que faire? Il faut sortir Jonas, non? Alors, en bonne intelligence, nous faisons comprendre à nos compatriotes que, parce que l'affaire des Congolais étrangers est devenue comme l'affaire de Jonas dans un bateau, il faut que Jonas sorte. Alors, que nos compatriotes comprennent que si nous allons finalement embrasser toutes ces réalités-là, nous allons donner toujours ça ne sera pas chose facile, parce que notre communauté... Nous pouvons les corriger au niveau de la loi électorale. Et les ignorer comme ça? Non, on ne les ignore pas. Donc pour un moment, on dit, parce que vous savez que ce processus a connu les manœuvres politiques. Ça, vous le savez. Au regard de toutes ces manœuvres politiques, si nous voulons aller atteindre l'objectif, parce que la paix en dépend, la sérénité des Congolais en dépend. Ce ne sont pas des bruits, mais c'est ça, ce processus-là, l'avenir de nos enfants qui naissent aujourd'hui, qui sont nés à l'hôpital, qui étudient, tout dépend, tout est suspendu par ce processus. Si nous aimons ce pays, je crois qu'il y a lieu, qu'ils comprennent, qu'on mette un peu cette affaire en parenthèse pour qu'on évolue rapidement. Donc, je vous ai démontré que la loi sur la répartition des sièges, c'est une fausse affaire. Ce sont des annexes et nous pouvons le faire en une journée, même en 48 heures. On peut les régler. Maître Alonga, merci beaucoup pour cet éclairage. Seulement, il y a encore des bémols, il y a encore des non-dits au niveau de votre production parlementaire. Les gens n'ont toujours pas compris pourquoi les députés ne contrôlent jamais l'exécutif. L'Assemblée nationale a produit beaucoup de lois, a fait beaucoup d'histoires, mais le contrôle parlementaire a toujours péché. On n'a jamais compris pourquoi. C'est comme s'il y a une sorte de complicité entre vous, députés, et ceux qui dirigent le gouvernement. Je voudrais vous remercier pour cette question combien importante. Hier, il y a eu présentation d'une proposition de loi d'un collègue de l'opposition. J'ai salué l'effort intellectuel, mais je me suis fait une conviction personnelle que nous sommes là devant des inflations législatives et quelquefois ne nous avancent pas. Notamment en ce qui concerne la question des FPI. Accorder les privilèges du trésor à cette entreprise de l'État.
vous savez que moi, cette entreprise souffre. Plusieurs Congolais sont allés prendre des crédits et même quelques étrangers fictifs. Il y en a même un fictif qui a pris des millions, qui s'est présenté comme propriétaire d'une certaine industrie vers Maluku. On y arrive avec la commission d'enquête, après vérification, c'est une forêt vierge. Aucune industrie. Cet homme n'a jamais été inquiété. Parmi ceux qui ont pris l'argent de l'État, vous avez les députés nationaux. La plupart sont les députés nationaux de la majorité. Il y en a aussi de l'opposition. Vous avez les ministres. Il y en a aussi de l'opposition. Je dis que la plupart. Oui, mais ça veut dire qu'il y en a aussi. Les députés de l'opposition sont les députés de l'opposition alliés à la majorité. Ah bon. Je vous dis, est-ce qu'un homme comme Alonga peut se présenter là-bas? Qui peut lui donner le crédit? Ça va commencer comment? Je ne penserai même pas un seul instant. Vous comprenez? Tous ceux qui ont pris cet argent, qui aujourd'hui 500 000, 100 000 dollars, 400 000 dollars, 1 million, ouais. 10 millions, ils sont libres. Alors qu'un petit Congolais qui vole, je ne sais quoi ici dans les grands marchés, vous le verrez cheminer à Makala. Mais ce sont des questions que le procureur général doit s'intéresser. C'est l'argent du contribuable congolais. La CENI cherche l'argent. Plus de 164 millions de dollars entre les mains des privés. Voilà la gestion de la majorité au pouvoir. Voilà pourquoi la majorité parlementaire sont là pour se soutenir. J'ai parlé hier, je l'ai dit, que ce n'est pas normal. Ceux qui doivent de l'argent à l'État, ce sont les mêmes qu'on leur demande de modifier la loi. Je l'ai dit hier, sans vergogne. Vous devez à l'État congolais 500 000, d'autres sont devenus des ministres. Et qu'est-ce qu'ils font? Pour se cacher, pour ne pas rembourser l'argent, chaque jour ils applaudissent, Raïs. Et ils croient qu'en faisant ça, ils vont se couvrir. L'argent appartient à l'État. Qui que vous soyez, vous allez les rembourser. Mais Maître Alonga, c'est ça notre faiblesse. S'il vous plaît, on va voir cette question-là, notre bureau ne les traitera pas avec diligence. Parce que le bureau protège ses députés de la majorité. Maître, c'est important si le FPI aujourd'hui est prêt à saigner en blanc parce qu'il y a des créanciers parmi eux. Est-ce qu'il n'y a pas... la justice ne fonctionne pas? Le ministre même nous a toujours rappelé que la justice est là. Mais c'est une question éloquente. Que la justice se saisisse de tous ces gens-là. L'argent de l'État, vous voulez en faire une affaire privée? Maître, vous parlez des 164 millions de dollars américains. Même 300 millions. FPI entre les mains des individus. Et vous, députés nationaux, vos collègues sont là. Vous ne faites pas de bruit. Mais je vous dis qu'il y a eu enquête. Vous ne faites pas de bruit. Et l'enquête a produit quoi, Maître Alonga? Vous n'avez pas suivi la plénière d'hier. Alonga a pris la parole, le Kondo a pris la parole et d'autres ont pris la parole. Vous n'avez pas suivi la plénière hier. Nous avons décrié. La modification de cette loi-là va servir à quoi? Je leur ai rappelé qu'il y a l'arsenal juridique, l'arsenal pénal, il y a les droits WADA, il y a les tribunaux de commerce ici. Tout ça là, le FPI peut saisir les cours des tribunaux pour recouvrir l'argent dit au trésor public. Mais maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font rien. C'est une affaire entre copains et amis et ainsi de suite, et copines. Et comme ça, regardez, le député, vous redoublez, si un vrai député de l'opposition avait touché 500 000 dollars, qui continue à faire des bruits, il allait déjà être défenestré. Mais comme c'est une affaire de la majorité considère que le patrimoine de l'État égale patrimoine de la majorité. Alors là, qui peut contrôler une société comme la GECAMI? Honorable Alonga, là vous êtes en train de confirmer et de démontrer la faiblesse de l'Assemblée. C'est la faiblesse de la majorité. De l'Assemblée nationale par rapport au gouvernement. C'est une institution faible, corrompue, et soudoyée, ou même inféodée au gouvernement. Et vous y êtes dedans. Je ne peux pas dire c'est quelle image, c'est quelle image vous, députés,
vous donnez au monde, non, député de la RDC. Il faut rectifier certains propos que vous tenez. Je ne peux pas dire que l'Assemblée nationale est corrompue. Mais elle est quoi? Si elle n'est pas corrompue, elle est quoi? Non, elle est composée en majorité de députés de la majorité. Oui. Et leur politique, c'est la politique de la prédation. Oui, mais c'est la majorité qui est corrompue. Et permettez-moi, ne me coupez pas le feeling. Cette politique de la prédation va jusqu'à l'Assemblée nationale. L'enrichissement d'un groupe d'individus. Oui, mais c'est ça. Au détriment de l'ensemble. C'est ça la corruption, maître Alonga. C'est ça la corruption. C'est ça la corruption. Mais moi, je préfère dire que c'est une politique de prédation. Ça, c'est votre vocabulaire. Oui. En tout cas, j'estime, au regard du tableau que vous venez de dépeindre, c'est ça la corruption. Mais je ne peux pas comprendre. Quelqu'un qui prend 500 000 $, le voilà nommé ministre. Il y en a qui sont nommés ministres. Voilà. Est-ce qu'il faut être un applaudisseur au Congo pour bénéficier des crédits? Et vous, député, vous êtes incapable de faire un contrôle assidu et sérieux? Non. Voilà. Il y a eu, tout le monde est là à la manette, tout le monde... il y a eu une commission d'enquête. Qui a donné quoi? Il y a eu... L'assiette DG a été sanctionnée. Bengele. Malheureusement... Mais le système n'a pas changé. Ne me coupez pas le feeling. On sanctionne les DG politiquement, mais judiciairement. On devrait poursuivre les autres qui détiennent l'argent de l'État. L'impunité. Pourquoi vouloir sanctionner les DG et laisser ceux qui ont l'argent de l'État entre leurs mains? Vous avez vu même un ministre qui crie tous les jours, mais qui a au moins plus de 400 000 $. Qui a touché? Pourquoi sanctionner un DG et laisser l'argent de l'État entre les mains des députés? Maître Alonga, croyez-vous que demain... Voilà là où nous critiquons. Je voudrais ici que M. Alain Atundu, porte-parole de la majorité, tienne un point de presse. Les ministres de l'information tiennent un point de presse pour demander aux députés et aux ministres qui ont touché l'argent des FPI de le rembourser. C'est pas dans l'air prérogative. Ça fait partie aussi de la souveraineté. C'est pas dans l'air prérogative. Maître Alonga, merci beaucoup pour ce chapitre FPI. Maître, on prend le chapitre toujours pour les entreprises publiques. La GECAMIN, maître, on ne comprend plus rien. Est-ce que la GECAMIN existe encore sous le contrôle du président de la primature? On semble que ce n'est plus le cas aujourd'hui. Il n'y a pas que la GECAMIN. Les entreprises comme le Foner, GECAMIN et consorts, qui les contrôlent? Parce que la GECAMIN, c'est quand même un poumon important. Pour la GECAMIN, vous, en tant que député, quelle info avez-vous sur la GECAMIN? Est-ce que vous savez que la GECAMIN produit plus de tonnes que sous la Deuxième République aujourd'hui? Selon les statistiques qu'on nous donne. Mais quelle est l'incidence de la contribution de la GECAMIN au niveau des budgets? Vous n'avez qu'à lire les budgets, les rubriques liées à la contribution de la GECAMIN. Mais aujourd'hui, vous savez que la GECAMIN est gérée par un PCA. Est-ce qu'un PCA, au terme de la loi, peut gérer une entreprise comme la GECAMIN? Qui gère la GECAMIN? Vous pouvez aujourd'hui, comme député national, déposer une question autour de la GECAMIN et voir notre président les soumettre au débat? Jamais. Alors c'est devenu quoi la GECAMIN? Mais je vous dis que c'est la logique de la majorité au pouvoir. La prédation. La prédation. C'est la logique de la majorité. On se précipite pour des questions comme les questions des décrets sur l'exportation des véhicules. Mais le Congo avait déposé une question importante sur la GECAMIN. Quelqu'un qui sort avec plus de 20 millions de $, il s'envole, on ne sait où il est. L'affaire fibre optique, débat, où en sommes-nous? Et je voudrais que le peuple congolais considère comme complices tous les députés de la majorité, exception de mon grand frère Lokondo. Pourquoi? Tous sont complices. Exception de Lokondo. Pourquoi? Tous sont complices. Parce que lorsqu'il faut débattre, ils ne veulent pas. Lorsqu'il faut prendre des sanctions, ils ne veulent pas. Alors demandez à l'honorable... Ils ne disent rien. Ils sont les premiers. Proposez à l'honorable Lokondo, le seul député de la majorité qui n'est pas corrompu, d'initier... Non, je n'ai pas dit qu'il n'est pas corrompu, qui travaille bien. Qui travaille bien. Ouais. Moi, je prends mes mots, j'utilise mes mots à moi. Ou qui est le moins corrompu,
d'initier une motion par rapport à la situation de la GKMI. Parce que nous apprenons que l'immeuble Sosacom serait en vente. Mais mon frère, parlons-en, parce que vous parlez déjà des immeubles. Oui, oui. Le ministère de l'urbanisme et habitat, c'est un ministère qui n'existe que pour vendre. Bon, peut-être le nouveau ministre a hérité de situations catastrophiques. Peut-être. Mais son prédécesseur n'a fait que vendre. Vous avez des stations partout. Même là où il y avait des poubelles, des stations. On vend partout. Les espaces mais ça vous fait quoi, honorable mais si vous déposez des questions, ces questions-là ne seront jamais débattues. Il y a une valeur, il y a une question de valeur. Est-ce que vous savez que même IAC a été vendu à 2 millions de dollars? On va poser la question à qui? L'IAC à côté ici a été vendu. Il n'y a personne qui peut répondre de ces... Les maisons de l'État sont vendues à Kinshasa, à la Gombe, à Bukavu, à Lubumbashi, n'en parlons pas, à Goma, à Gemena, à Lissala même chez moi. Partout, les maisons de l'État sont vendues. L'État n'a plus rien. Alors que nous avons un gouvernement qui fait Chibala. Non, mais que fait le Parlement? Mais le Parlement, d'abord, le Parlement, quand vous venez avec ce que je vous ai dit, c'est une chaîne, un maillon. Vous venez avec ces questions sur la vente d'un bien, par exemple, l'IAC. Est-ce que cette question-là sera soumise au débat? Jamais. Et les cas Sosacom, parce que c'est le cas le plus fulgurant actuellement. Vous venez de m'apprendre. Un immeuble qui a une valeur de symbole dans notre pays, c'est l'image même du Congo qui serait en train d'être... Ça ne fait que s'ajouter parmi les cas que nous connaissons. Voilà. Vous avez les dossiers ici sur Kopao, où on a vendu, j'ai suivi plus de 914 terrains vendus. Tel ministre prend un arrêt. Les ministres de ce gouvernement ne font que chercher l'argent. Chacun vient parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas l'État. Il ne faut que chercher l'argent. Maintenant, on va revenir, maître. Il nous reste quelques minutes pour clore cet entretien. Vous êtes du RASOP, on rentre un peu dans votre camp politique. Vous êtes du RASOP, dirigé par Félix Tshisekedi, qui, il y a très peu, vient de rencontrer Jean-Pierre Bembala et le leader du MLC et du Front pour le respect de la Constitution. Que vous inspire une telle rencontre entre deux leaders, un du MLC, un autre du RASOP? Félix Tshisekedi et Bemba se sont dit quoi? Si vous avez des informations, néanmoins, une telle rencontre peut produire quoi à l'avenir? J'ai vraiment apprécié cette rencontre. Des rencontres de dignes fils de ce pays, à qui la plupart des Congolais font de leur espoir. C'est quelque chose à encourager. Personnellement, je l'encourage. Je leur exhorte à continuer jusqu'à matérialiser quelque chose où les Congolais, peut-être dans les jours à venir, trouveront comme un abri pour leur salut. Et je souhaite que cette rencontre accouche quelque chose de très précieux pour l'intérêt de ce pays. Je soutiens cela. Maintenant, vous, en tant qu'avocat, parlant de Jean-Pierre Bemba, on va faire un clin d'œil au niveau de la CPI où on a appris il y a quelques semaines que l'ancien procureur Moreno Campo est dans des mauvais draps. Il serait même déjà aux arrêts par cette... Je l'ai suivi, l'affaire du général Haftar de la Libye, où Moreno est allé prendre de l'argent pour, en contrepartie, les soutenir pour qu'ils ne soient pas poursuivis. Voilà un homme qui criait la justice internationale. Et quand on assume ce genre de fonctions, dès lors qu'on quitte, on a l'obligation de réserve. Et maintenant, Moreno, qui a repris ce métier d'avocat, se comporte véritablement comme si la CPI était une succession de son père. Il peut se permettre n'importe quoi. Là, la CPI perd toute sa crédibilité. L'on ne peut plus compter de cette institution à qui beaucoup de Congolais ont accordé un espoir que finalement les élans excessifs de nos dirigeants devraient désormais être stoppés par l'existence de la CPI. Voilà que la CPI est devenue un instrument de commerce. Non seulement l'affaire Moreno, vous avez appris Mediapart l'a dénoncé. Il y a même une enquête qui est ouverte au niveau des grèves. L'arrestation de Laurent Gbagbo sans mandat d'amener sur instruction d'un pays européen extrêmement grave. Voilà finalement on est où? On est où là?
Voilà, nous avons intérêt à organiser notre